C'est le truc qui n'a pas de sens. Première fois que je fais une émission avec des lunettes de soleil. C'est bon, t'es prêt? Ouais. C'est parti. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans... Il fait beau, il fait chaud, les abeilles bourdonnent, les fleurs éclosent et les gens vont plus que jamais au cinéma. Un tableau idyllique ou presque, puisque ce mois-ci encore, on s'est mis en tête de dénoncer une injustice colossale dans le monde merveilleux de la distribution, à travers deux exemples qui sont chacun loin d'être à leur place. Et vous remarquerez qu'avec ce magnifique soleil, l'éclairage dégueulasse. Et comme le plat de résistance sera pour la fin, nous allons commencer notre exposé tout de suite. He never likes me as much as her. Shows us a town should run. Daddy's a girl. Bitch. Ce qui est bien dans notre cher pays, c'est que même s'il a beau être le berceau soi-disant du cinéma, il est parfois bien difficile d'avoir accès à certains films. Le caduc des TV est devenu une récurrente, voire un combat dans cette émission, et après la sortie technique, on pensait avoir fait le tour des moyens de distribution un peu nasouilles, offerts par notre bienveillante offre légale, gardée par un Adopi dont l'utilité est égale à celle d'un phallus de pasteur. Et quand je dis ça, je n'ai rien contre les pasteurs, et encore moins contre leur phallus. Et pourtant, on n'avait pas encore touché le fond et brave, puisque le film qui nous intéresse ce mois-ci a le droit au restant de miettes d'un plat déjà avarié. La victime de ce grand luxe s'appelle donc Grabbers, qui sort chez nous uniquement en VOD. Et sur un seul portail de VOD, cela va de soi. Découvert lors de la dernière édition du sacro-saint étrange festival de Paris, Grabbers est le deuxième long métrage d'un Irlandais appelé John Wright, à ne donc pas confondre avec son collègue Joe. C'est surtout l'incarnation type de la petite production de genre, faite par des passionnés qui ont su donner une vraie crédibilité à leur histoire et à leur projet, tout en lui conférant une identité propre. Et pas n'importe quelle identité, messieurs dames, puisqu'en bon irlandais, les responsables de Grabbers sont très portés sur la boisson comme il est coutume de l'être dans leur beau pays, et ils ont trouvé là le moyen de joindre l'utile à l'agréable de manière assez inédite. Car les Grabbers du titre sont des extraterrestres belliqueux qui ont débarqué discrètement mais sûrement sur Terre en atterrissant sur une île proche des côtes irlandaises. Ayant besoin d'eau et de sang pour survivre, ils vont commencer à faire leur besogne sur ces modestes terres dans lesquelles il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est s'en jeter une dans le seul pub du coin. Et le hasard faisant plutôt bien les choses, les habitants à rien typiques vont vite se rendre compte que leur salut viendra de la bouteille, puisque l'une des rares choses que les aliens ne supportent pas s'avère être l'alcool. Et non, vous ne rêvez pas, le seul moyen pour nos héros de ne pas se faire bouffer réside dans un principe scénaristique qu'on peut légitimement qualifier de génial, ils doivent tout simplement se bourrer la gueule comme des drôles. Ça a l'air complètement crétin dit comme ça, et pourtant cette idée loufoque embrasse le folklore d'un film dont la joie de vivre se manifeste fortement dans le dernier quart, lorsqu'il est question pour nos villageois de se mettre sans dessus dessous à raison. Quand il n'est pas question de beuverie, Grabbers passe bien évidemment par les passages obligés du genre, avec l'arrivée de la menace, les victimes successives, la découverte de ces dernières et la rencontre avec les bestiaux avant que cela ne dégénère. De même, le héros est passablement alcoolique, et cette aventure en compagnie d'une nouvelle coéquipière va lui permettre de travailler son trauma et ses problèmes pour un avenir meilleur, au travers d'une évolution psychologique tracée d'avance. Sans trop forcer le schéma, vous avez compris que la structure narrative du film de John Wright ne s'écarte pas vraiment des carcans habituels, et qu'excepté sa spécificité sur la boisson, on est largement en terrain inconnu. Pourtant, à la manière d'un Shaun of the Dead, Grabbers l'emporte parce qu'il parvient à présenter un tempérament bien trempé. La galerie de personnages dégueule de bras cassés et de tronches pas possibles, appuyant le caractère bien irlandais du film pour lui permettre de se différencier de ses modèles. Car il y a de la référence à en vendre et pas des moins prestigieuses, les fameuses bestioles donnant par moments lieu à des scènes dignes de Gremlins, avec leur personnalité de choses un peu débiles et rigolotes. Des bestioles qui mettent du temps à venir à l'écran, mais qui s'avèrent assez spectaculaires devant leur taille imposante pour certaines, et la qualité d'effets spéciaux étonnant pour une production modeste comme celle-ci. En même temps, le film aurait coûté un peu plus de 4 millions d'euros, et on devine aisément où sont passés les 3/4 du budget, mais les bougs ont mis les moyens pour que l'ensemble tienne la route, et c'est pas nous qui allons leur reprocher. Alors c'est sûr qu'après avoir fait vœu de sobriété le mois dernier avec Smashed, on retourne rapidement notre veste, mais pour une fois que vous pouvez consommer sans modération, c'est une occasion à ne pas louper.
Grabbers, ça doit être une série fantastique, somme toute assez rodée dans son déroulement. Ses petites fantaisies, son fort taux d'alcoolémie et sa nature irlandaise lui confèrent une sympathie indéniable. Un petit film certes, mais un petit film soigné et humble, qui aurait mérité un tout autre traitement et qui mérite donc toute votre attention. Donc vous prenez un pack de bières, vous allez sur le service de VOD et vous vous mettez Grabbers. Attention mes braves, l'heure est grave. Alors que nous venons de chroniquer un film très recommandable dont la sortie française se passe de commentaires, l'injustice de son cas se voit aggravée par le bidule dont il va être question. Quand bien même le direct ou DVD nous a déjà offert des pépites tout comme des jolis nanars, quand bien même on veut le défendre à tout prix et quand bien même on pensait déjà s'être coltiné de grosses doses dans cette émission, le truc qui suit est tellement abject et à vomir qu'il repousse toutes les limites. Sorti tout droit du fin fond du collant de TF1 vidéo, ce truc que nous n'oserons pas qualifier de film s'appelle Dead Zombies. Et là déjà, il y a un truc qui cloche. Oui, très clairement, il y a quelque chose qui cloche. Kill Dead Zombie. Zombie, ça veut dire mort-vivant, oui bien sûr. Mort-vivant. Or, un Dead Zombie, c'est un zombie mort. Donc un mort-vivant mort. Ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Mais s'il n'y avait que ça qui n'allait pas dans ce gigantesque bordel, réalisé semble-t-il par deux néerlandais appelés Erwin van de Essoff et Martin Smits, Kill Dead Zombie veut lui aussi surfer sur la vague du bouffeur de chair désincarné façon Shaun of the Dead encore lui, en espérant être une comédie loufoque super fun. Le principe est très simple, puisqu'on voit une sacrée bande de glandus faire face à une invasion de zombies suite au crash d'un satellite russe dans leur ville. Concrètement, c'est pas compliqué de faire une invasion de zombies, un satellite qui tombe, une météorite, une expérience de scientifique ratée, ta grand-mère qui rate une tarte. Évidemment, avec leur tempérament de gogol aux 3 grammes de matière grise, le film espère être un joyeux bordel décomplexé dans lequel ce serait super marrant de voir un black exploser les têtes à coups de boules de bowling, un autre avec un lanceur de balles de tennis ou encore un fight en mode jeu vidéo avec barre de vie à l'écran et bruitage rétro. Sur le papier, oui, ça aurait pu être marrant, tout comme la non-fabrication du film aurait pu en faire un vrai nanar. Les acteurs sont ultra poussifs, le scénario enchaîne les inepties et les non-sens, les maquillages de zombies tout verts rappellent presque le lac des morts vivants, les situations débiles s'enchaînent et le tout se veut un tant soit peu bourrin. Seulement, si l'amateurisme latent de l'entreprise aurait pu sauver cette dernière en provoquant un peu de compassion, on a juste envie de défoncer son téléviseur ou de arrêter le calvaire au bout de 3 minutes pour une raison très simple, le film en scène drôle. Il s'imagine même hilarant, avec des clichés à tout va et des scènes sans queue ni tête, alors qu'en réalité, Kill Dead Zombie vous fait l'effet d'un gros lourdeau en soirée qui persévère à vous raconter la même blague pas drôle en étant persuadé d'éclater toute la galerie, alors que celle-ci a juste envie de lui refaire le portrait. Poussif à l'extrême, prévisible dans son humour à des kilomètres et absolument interminable, Kill Dead Zombie ne méritait pas mieux qu'une diffusion offerte sur le net, et ce avec la plus grande bonté du monde. Ceci dit, TF1 Vidéo n'a pas vraiment dû se tuer à la tâche pour sortir un déchet pareil, puisque si les DVD et Blu-ray sont au même prix, ce qui est quand même plutôt cool à la base, les disques vous réservent une surprise de taille, ils sont uniquement en VF. Franchement, c'est le genre de blague que je fais tout le temps, ça. Amsterdam est envahi par les zombies. Toutes mes excuses, j'aurais dû vous prévenir avant de lancer les images. Ceci dit, je vous dis ça, en même temps, je pense pas vraiment que la version néerlandaise soit beaucoup mieux. Et tandis que les menus ont dû être préparés par un stagiaire, on se demande bien comment une personne censée a pu penser bon d'éditer un tel déchet, surtout quand, en face, encore une fois, un graveur se voit limité à un catalogue virtuel. La seule utilité qu'on pourra lui trouver est de pouvoir torturer vos pires ennemis en leur infligeant l'heure et demie de calvaire de ce machin, et au moins vous aurez une certitude, c'est qu'ils souffriront tout du long. Parce que c'est vraiment très dur. Que ce soit bien clair, Kill Dead Zombies remporte haut la main la palme du pire film jamais chroniqué dans cette émission, et ça va être une injure contre le cinéma à tous les niveaux. Alors en échange du temps que j'ai personnellement perdu, pour vous prévenir, s'il vous plaît, ne faites pas les cons, ne regardez jamais Kill Dead Zombies. Parce que c'est vraiment très dur. Voilà. Donc il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Ceci dit, à l'heure où sort cette émission sur le web,
vous pouvez gagner Kill Them Zombie parce qu'il y a un concours pour gagner des DVD et des Blu-ray, hein, c'est vraiment la classe. Donc participez parce qu'avec ce magnifique CD, vous pourrez faire repose vert, hein, vous pouvez le faire dessus, ça évite de mouiller la table, c'est super pratique. Vous pourrez l'attacher dans les arbres, si jamais vous avez des oiseaux qui viennent picorer vos cerises, etc. Vous l'attachez, ça fait peur aux oiseaux avec la lumière et tout, c'est génial l'été. Et surtout, au pire, vous pouvez le donner à votre enfant qui pourra s'en servir comme, regardez bien démonstration, comme un super frisbee, hein, voilà, ça marche très bien. Donc voilà, participez et si vous gagnez, on est désolé. I'm Tony Stark. I build neat stuff. I got a great girl. And occasionally, save the world. So why can't I sleep? Et nous voici dans la troisième partie de l'émission avec un super chinois en invité. Et oui, je sais qu'il n'aime pas que je dise ça, mais on s'en fout. Monsieur Antoine Boudet de Absolute Zone. Et ça, c'est la classe. Et avec toi, nous allons parler de l'un des films les plus attendus de l'année chez tous les geeks de la planète. J'ai nommé Iron Man 3. Alors, première question, mon petit Antoine, toi qui es un geek, toi qui as lu les DVD, toi qui n'étais pas très fan de Avengers comme moi, qu'est-ce que tu as pensé de ce Iron Man 3 En fait, ça dépend de comment on le voit. C'est-à-dire que Iron Man 3, on peut le voir de la manière d'une nouvelle pièce d'Avengers, à savoir la première de la phase 2. La fameuse phase 2. Voilà, dans ce sens-là de cet univers étendu, c'est pas génial. C'est-à-dire que le film fait un peu office de bulle, qui veut faire référence à ce qu'il y a à côté, mais il fait mal. Mais le fait très mal. un peu Et en fait, le fait à travers de tout petits dialogues, le fait que l'intrigue de base s'inspire du traumatisme de Tony Stark par rapport à New York. Il paraît que le Vortex l'a justement traumatisé. Oui, on sait pas trop comment, c'est toujours des références qui sont dites ouvertement, enfin des bouts de dialogue, genre depuis New York c'est plus du tout la même chose, etc. Mais en soi, c'est vrai que le film, t'as vraiment l'impression que c'est qu'ils ont à la fois fait une suite directe de Iron Man 2 et à la fois un contre-pied total dans le sens où Iron Man 2 il y avait ça dégueulait de références, de vas-y, il y a le Shield, il y a Nick Fury, il y a machin, il y a le truc. Et là, il y a que dalle, c'est-à-dire que t'as juste, on cite l'Avengers, on cite New York, mais tu vois pas la tour des Avengers, voilà, ça se passe juste autour du lieu de théâtre dans lequel se passaient les deux premiers Iron Man. Mais après, t'as cette version, enfin tu peux le voir de cette manière-là. Ce que je pense, en tout cas, je pense qu'on est tous les deux assez d'accord, c'est pas comme ça que nous on l'a vu. C'est que moi je l'ai vu comme un film, voilà, c'est-à-dire déjà le troisième opus de la saga Iron Man entre guillemets, même si effectivement c'est un peu dans le désordre, mais en fait comme un film en soi, et c'est de toute façon ce que Shane Black a voulu faire. Tu vois, en interview où il dit voilà, je suis venu parce que j'avais pas de travail et qu'on m'a proposé Iron Man 3 et que je suis arrivé sur le film, j'ai fait mon film, je veux pas m'inscrire dans la grande saga, hein, j'ai fait mon Iron Man 3 avec Robert Downey Jr. On a fait des blagues, c'était sympa. Surtout quand il était arrivé sur le projet, il avait quand même annoncé clairement qu'il trouvait que les méchants des deux premiers Iron Man étaient tout pourris. Et donc il a mis un petit peu son sel là-dedans, et en soi je pense qu'il faut pas non plus le considérer à 300% comme un film de Shane Black. Non. Parce qu'on sent ça sa problème sur des dialogues. C'est qu'il y a un peu un problème à ce niveau-là, c'est que ça se sent un peu à la fois effectivement un film à la patte Shane Black au niveau des dialogues qui en font toujours 3 fois trop, mais qui sont quand même bien sentis et assez efficaces. Mais d'un autre côté, ça sent quand même le film de studio avec Marvel en contrôle fric ultime. En termes de réel, c'est très propre, il n'y a pas de style qui émane plus que ça. Ouais, mais je pense que c'est surtout au niveau de la structure du scénario et de... là, c'est du feedback, vu que c'est un bordel tout le monde. Mais c'est-à-dire que pour le coup, pendant le film, je suis vraiment fait la réflexion, on le disait pour Iron Man 2, mais c'était un peu faux, et même carrément faux. Alors que là, pour le coup, c'est ça, c'est vraiment écrit comme un comic book. C'est-à-dire que je pense qu'au niveau du chapitrage sur le DVD, les mecs peuvent se faire plaisir, parce que tu peux vraiment découper ça au niveau d'un rythme. C'est-à-dire t'as le début qui est très... qui te pose toute l'intrigue, tous les enjeux et machin, sans beaucoup d'action, et sans voir même pas du tout d'action. T'as une deuxième partie, voilà, l'élément déclencheur, tout ça, et en fait ça fait vraiment, si tu découpes en 6, ça fait un arc de comics de base, avec le dernier épisode où tout pète, et tout plein de trucs comme ça, des petits retournements de situation, tout comme ça. Donc c'est vraiment un film écrit comme un comic book. C'est un truc qui a des avantages, c'est que des fois, moi en voyant le film, je me disais, c'est un vrai comic book movie dans le sens où ils assument complètement le fantastique, ils assument vraiment le côté bigger than life, etc. Et c'est très fun, très décomplexé, mais ça dérange pas.
Et il y a d'autres parties où c'est un comic book movie, sauf qu'ils ont oublié que c'était au cinéma, et c'est du Deus Ex Machina toutes les 5 minutes, tout ce qui tombe est gratos. Il y a des trucs qui sont jamais justifiés, faut vraiment pas gratter absolument le scénario, parce que sinon on se rend compte que rien ne tient debout. Et voilà, il y a vraiment ce côté, encore une fois, digne d'Iron Man 2 et d'Avengers, où tout est gratos. On sait que les fans vont kiffer parce que ça pète dans tous les sens. Il y a des clins d'œil évidemment aux comics, etc. Et en même temps, voilà, ça tient pas debout, quoi. Après, je trouve pas ça totalement gratos, dans le sens où il y a 2 reproches qu'on faisait à Avengers, c'est le fait d'avoir jamais de réel enjeu dramatique. Ouais, ce qui est pas le cas là. Déjà, voilà, d'avoir déjà rarement des enjeux dramatiques. Et quand ils en avaient, de tout désamorcer par une blague, mais une blague qui faisait en sorte que au final la situation n'en avait rien à Et faire. surtout que c'était un humour en général qui quand même se foutait vraiment de la gueule C'est du ça, personnage. c'est-à-dire que vraiment c'était, C'était pour remettre un peu à trop terre, genre second ça degré, reste quand même Captain des- America a l'air con, des trucs comme ça, quoi. Exactement. Alors que là, il y a des réels enjeux dramatiques, comme disait Robert Downey Jr. en interview, il voulait que Pepper Potts ait vraiment un rôle central, et effectivement elle en a un. Et même lui, il a une progression narrative. Même lui, voilà, mais juste le fait du postulat de départ qu'il soit traumatisé par rapport à New York, c'est déjà bien par rapport justement à la scène finale d'Avengers où le mec faisait une blague et allait bouffer un kebab. Puis ça se tient, c'est-à-dire que le mec, ce Ouais. truc-là suit tout du long, quoi. Et donc déjà il y a plus d'enjeux dramatiques, et en plus de ça, même si on peut reprocher aux blagues de Shane Black et sur son écriture d'aller 12 000 fois trop loin, dès qu'il a une idée il va mais à 12 000 à l'heure. Ça colle avec le personnage. C'est-à-dire ça colle déjà avec le personnage à mort, parce que avec Robert Downey Jr. de toute façon ils sont assez potes donc ils se comprennent, et surtout ça parasite jamais les enjeux. C'est-à-dire que même à la fin, où des fois t'as des blagues où bon, ça peut te gêner, t'es jamais en train de te dire de toute façon c'est bon, y a aucun souci, y a aucun danger, là t'es quand même attaché au personnage et tu te dis ok c'est la merde. Ça rejoint vachement le premier film, notamment toutes les phases de test, quand il décollait, qu'il s'explosait contre le plafond, etc. C'est drôle, c'est très loufoque et ça peut paraître un peu gratos, et en même temps ça fait vraiment partie du personnage. C'est vrai que dans le film t'as plein de blagues comme ça qui paraissent un peu grosses, et en même temps tu te dis oui mais ça colle très très bien à l'intrigue, ça colle très très bien au côté un petit peu mégalomaniaque de Stark, quoi. Et c'est là où je trouve, pour parler d'autre chose par rapport au film, que le marketing a été assez intelligent. C'est qu'on Parce pensait que- qu'ils nous avaient spoilé. C'est mais ça, pas c'est tant que vraiment les bandes annonces, surtout qu'à la fin il y avait une déferlante de spots télé qui montrait de plus en plus d'images, où des personnages qu'on voyait dans des situations où on se disait ça peut être très très important pour le film, et en fait pas du tout. Quand tu vois le film, même dès le début du film, il y a une espèce de retournement de situation que tu vois pas venir, et qui change à peu près toute ta vision. C'est-à-dire que tu peux voir toutes les bandes annonces, dans ta tête tu t'es fait le film, mais ce sera pas, il n'y a aucune chance que ce soit ce que tu vas voir au cinéma. C'est vrai qu'en termes de Et, structure, il est surprenant, et en même temps, c'est aussi ce qui fait que c'est c'est- très bordélique, parce qu'il y a 3 intrigues qui se coupent en même temps. Ouais. Sauf Et que pareil- vraiment, c'est le bordel. Pareil par rapport aux 3 intrigues qui s'entrecoupent, au niveau des temporalités, c'est des temporalités de comic book. C'est-à-dire que au niveau du comic book, tu C'est peux te vrai. permettre de faire 20 pages sans parler de quelqu'un et puis le retrouver Et 20 pages après. exactement au même endroit. Voilà, sauf que pendant un film, quand tu passes une demi-heure autour d'un personnage et que tu envoies dans la Le même mec qui a pas situation, bougé. et alors que l'autre a fait la moitié du pays, ou voilà. Comme ça. T'es là, ok, bon. Ça, c'est vraiment le côté Marvel, en même temps, c'est de l'entertainment, on s'en branle, ça se veut fun avant tout, ça bourrine, c'est très popcorn. Ça a de très roller coaster spectaculaires, donc voilà, faut pas être très exigeant au niveau du scénario parce que ça ne l'est pas. Mais ouais, mais en fait, il faudrait qu'on commence à s'y faire, parce que même pour Avengers, je pense qu'on aurait pu se le dire un petit peu avant, à savoir arrêter d'avoir des exigences de fou, parce que nous-mêmes on fantasme sur les comics et qu'il y a vraiment des histoires qui nous ont marqués. De se dire qu'au cinéma, voilà, Marvel c'est dans une logique d'univers étendu et que Ouais, mais difficilement, contrairement à Avengers, il te donne à croire à quelque chose, il te donne quand même à croire au personnage, à leur évolution, oui, t'as quand même un truc derrière, quoi, c'est pas... mais tu ressors quand même du film où voilà, c'est pas, tu sors pas comme d'un Spider-Man, ou enfin pas Amazing Spider-Man, Spider-Man de Raimi. Même si- Amazing quoi Non mais je Oui, mais là, non mais certains films de super-héros où vraiment tu sors du film galvanisé, j'ai envie de dire, où vraiment t'as eu ta dose de super-héroïsme et d'émotions fortes. Et une Alors- matière. Voilà, exactement. Alors que là, vu que ça s'inscrit un petit peu dans une continuité de films où tu sais qu'il y en a un avant et qu'il y en aura un après, tu sors rarement du film en disant putain ça c'était génial quoi. T'es toujours en train de te dire par rapport à l'autre univers, même si tu veux pas et que tu veux le voir en tant que film,
ça te pousse toujours à penser à l'univers qui est à côté, et c'est tellement mal pensé que ça peut un peu gâcher le film en soi. Même s'il y a un truc qui est assez marrant dans le film, c'est. Enfin, moi je l'ai vraiment vécu comme une conclusion. T'as l'impression que c'est la conclusion de la trilogie Iron Man. Et ça, j'ai été vraiment étonné à la fin. On va évidemment pas spoiler la fin, mais t'as pas franchement l'impression qu'il a envie de réenchérir sur un 4 ou de rembrayer sur un Avengers. Donc ça, sur le futur des films Marvel, ça pose quand même beaucoup de questions cette fin, quoi. C'est pas faux, surtout vu les déclarations. Ouais, en plus, puis même la scène post-générique qui déparait un petit peu avec les précédentes, quoi. Oui, on n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus, si ce n'est qu'elle sert à rien. Mais parce que quand tu vois le premier Iron Man, etc., c'était pas encore sûr de faire Avengers, donc ces trucs-là, ça tombait un petit peu comme des cheveux sur la soupe aussi. Les cheveux sur la choupe. Les cheveux sur la choupe. Et en même temps, là, tu sais, voilà, les mecs ont un plan, ils savent qu'après, il y aura Thor 2, qu'il y aura Captain America, et qu'il y aura les Gardiens, et puis Avengers 2. Et pourtant, tout ça n'est absolument pas teasé dans le film, si tu veux. C'est un film qui fonctionne pour lui-même. Mais c'est vrai que sur le film en soi, c'est-à-dire il a vraiment le cul entre deux chaises, c'est-à-dire le cul entre un film qui doit s'inscrire et qui doit ouvrir une phase, et au final qui doit en finir une par rapport à c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'il a pas vraiment envie de continuer quoi que ce soit, il a envie de vraiment clore un truc, quoi. Et c'est le premier film de la phase 2. Donc c'est très, voilà, donc cette phase 2, faut pas y aller en vous disant vous allez découvrir plein de choses sur la phase 2 parce que c'est pas le cas. Mais en soi, pour conclure, on peut dire que c'est un gros blockbuster bourrin qui fait son taf. Qui fait son taf, qui est très fun. Qui est mieux fait qu'Avengers. Qui est bien mieux fait qu'Avengers, comme le dit Joss Whedon, de toute façon, qui a des complexes par rapport à cette scène finale. Qui bourrine vraiment. C'est assez dingue, et pour le coup qui je trouve est blindé d'idées et ultra efficace, parce que Shane Black derrière c'est écrire des dialogues et poser des personnages. Même s'il s'inscrit pas complètement dans le film, on le retrouve quand même à plusieurs moments, quoi. Donc Iron Man 3, ça fait son taf. Ça fait bien le taf, ça fait bien le taf. C'est la fin de cette émission du mois d'avril dans laquelle on vous a tout d'abord parlé de Grabbers qui sort en VOD, et c'est la grosse news parce que c'est très sympa si vous aimez la bière, si vous aimez les extraterrestres et si vous aimez les petites séries B franchement rigolotes, ça se passe plutôt bien. À côté, on vous a parlé de cette grosse bousasse de Kill Dead Zombie que vous pouvez tout de suite jeter dans la poubelle, offrir à votre meilleur ami et tout simplement ne pas acheter parce que, comme on dit dans le jargon, c'est de la merde. Le titre est quand même épique, mais... Oui, mais voilà, le titre au niveau du film. Et enfin, nous avons vu Iron Man 3. Iron Man 3. Et c'était comment? Et c'était plutôt cool. Ouais, c'était plutôt très sympa, c'était fun. Il y a de l'action qui tape bien vers la fin. Faut pas en attendre des masses, mais c'était sympa. Ouais, mais en fait, j'ai plus l'impression faut qu'aller le voir comme une comédie d'action. C'est ça. Allez le voir, mais pas du niveau d'un Shane Black classique, mais c'est sympa. Vous pouvez remater Kiss Kiss Bang Bang pour vous taper une bonne barre. Et même tous les films scénarisés par Shane Black, parce que ce type est un monstre. Et sinon, on aborde en Blu-ray la sortie des Hobbits. The Hobbit, un voyage inattendu. C'est ça. Qui sort en Blu-ray Combo Pack Ultimate Edition de la mort qui tue. Si t'as vu. Pas en HFR. Pas en HFR, pas en version longue comme on sait, il y aura sûrement une version grande, 1 an ou 2. Voilà. Mais si vous êtes impatient. Oui. Parce que c'était pas mal quand même. C'était quand même vachement bien. Mais non mais ouais, du coup c'est dommage de ne pas le proposer en HFR dès aujourd'hui, mais on aura sûrement une édition, et si vous êtes impatient, effectivement, prenez-le en Blu-ray. Dès aujourd'hui, il est disponible à la montrer aux gens qui n'ont pas encore vu. Oui. Et sinon en comics, évidemment, Iron Man 3 oblige. Alors là c'est la version anglaise, mais ça va sortir chez Panini, ça s'appelle Iron Man Enter the Mandarin, donc le mandarin je sais pas quoi en français, on s'en fout. C'est... qui sont sûrs de leurs infos, tu vois. C'est écrit par John Gazet et dessiné par Eric Canete. Et pourquoi c'est bien? En fait c'est une des histoires mythiques avec le fameux méchant de Iron Man 3, à savoir le mandarin. Je vous avoue que l'histoire est pas franchement extraordinaire, mais c'est surtout le dessin qui est très dynamique, très très beau. Et, ça ressemble un peu à du Genji Tartakovsky. C'est pas faux, ça ressemble un petit peu à du Tartakovsky dans l'idée. Très cartoon, très dynamique. Voilà, donc c'est cartoon, c'est vraiment du pur comic book comme on l'aime, c'est très bourrin, très fun. Donc voilà, ça ressort chez Panini Comics, c'est pas évidemment cette version-là, enfin la couverture sera la même. Elle est là, la couverture française. Waouh. C'est magnifique. Mais donc voilà, si vous voulez lire du Iron Man, c'est plutôt de la bonne cam. D'ici là, nous on se retrouve le mois prochain pour une émission, vous allez voir, très spéciale. Antoine, merci beaucoup d'être venu. Tu as le swag, j'ai le swag, tu es Robert Downey Jr., je tiens à le préciser, et tu aimes les nems. I'm Iron Man. Iron Man, et d'ici là, portez-vous bien, ciao. J'ai une otarie derrière moi. Aïe, ma maman.
C'est déjà la fin de cette... Ok, on a perdu Billy entre temps, c'est pas grave. Peut-être Afrique. On est en Afrique, mec. Ah oui, Lille 2013. Mais là on parlait pas de cinéma. On a peut-être vu Mad Max. Le compte. On parlait pas de cinéma. Oh, c'est petit, monsieur, c'est petit. Mais les fans, c'est des grosses connes. T'es bon, t'es prêt? Je suis cool flex lol swag. Tout ça? Tu veux le faire avec des lunettes, hein, tu vois? Ah, je peux pas avec des lunettes de soleil. Yes. Tu peux le refaire? Si tu vas le caler dans le film, Bon bah c'est bon, tu peux te casser maintenant. Le colloque vénère.